pourra bientôt revoir le jour. Ok, Voilà. merci. Après, on a Laurence. Oui, bonjour, moi je suis Laurence, donc je viens de Nantes. Très bien. Bonsoir Laurent. On a notre Guadeloupéen. UPM. Ouais, bonjour, moi c'est donc Jean-Philippe Bigot, je suis en Guadeloupe, je suis délégué AFA Antilles-Guyane. Il est ostomisé. Voilà. D'accord. Là, on a la standardiste. Coucou. T'as pas ton micro? Je lui ai envoyé un message et elle répond pas encore. Je crois que c'est très important. Elle attendait une date pour se faire opérer, Elodie. Donc c'est Ah, d'accord. Okay. Ah, et donc, là, on a, vous la connaissez tous, toute la petite Benjamine de la troupe. Toute bronzée, toute bronzée. Ah ouais. Voilà. Bon, allez. Ah, c'est moi la Et moi et moi. Alors, attends, juste Attends, d'abord la Michel, Benjamin. pour Emmanuel, donc je suis co-déléguée en PACA avec Pascal, en fait. C'est moi sa co-déléguée. Voilà. Ouais. Je crois t'avoir reconnu sur des photos Facebook avec Pascal. Voilà. Très bien. Donc, on pourra peut-être être amené à se voir. C'est ça. Et comme il fait beau, elle va à la plage. Elle nous l'avait dit d'ailleurs. Hein. Ah, mais je vous avais prévenu, hein. Ouais. Dès qu'il fait beau, voilà. Ouais, on voit les marques. Voilà. Bon, vous me connaissez, c'est Michel Liberator et je m'occupe de l'AFA au niveau national, entre autres, et au niveau régional Occitanie. Et puis, on a la mamie du groupe. Bah oui, je suis mamie. Et la mamie du groupe. Oui, Annick. Oui. Annick. Oui, donc Annick, bah oui, 66 ans. Hein, voilà, bien révolue. Et moi, je suis déléguée AFA dans les Hauts-de-France, là tout en haut. Et il fait très, très, très beau aujourd'hui. Alors, Michel, c'est tellement rare qu'elle est obligée de le souligner. Eh bien oui, hein, oui, évidemment, évidemment. On est très bien. Ça fait du bien. Oh là là, là, la chaleur. Voilà. Bon, et il est ostomisé. Voilà. Vous avez entendu les petits oiseaux de Jean-Philippe qui nous éclairaient un petit peu là. Voilà. Bon, voilà, donc on va partir sur la présentation que nous a fait Emmanuel. Je vais vous la partager. Oui, parce que je ne suis pas arrivée à le faire. Donc, non, c'est pas et donc moi, je ne me présente pas. Ah, ben, on ne te voit pas, donc je suis désolé. Ah oui, mais je dis 1000 fois, j'ai des problèmes de connexion et si je mets les deux, j'ai plus le son et ça coupe, donc je suis obligée de. C'est toi la Benjamin. Faire un choix. Je mets la vidéo juste le temps de la présentation, mais sinon j'ai tout en HD. Vas-y, la vidéo, vas-y, le temps de la présentation. Ah. Attends, je ferme le bruit parce que sinon on ne voit pas. Ah. Donc, moi, c'est Nolwenn, je suis de Brest, j'ai 32 ans, il est ostomisé depuis l'âge de 15 ans et donc je suis déléguée du Finistère pour la FA Première CH France et en train de me former pour être patiente expert. Il me reste plus qu'une session de 2 jours et c'est bon. Bon, voilà, c'est parfait. Et je crois que la Benjamin du groupe, c'est Elodie, il me semble qu'elle a 27, non 27 ans. Bon, elle se présentera après. Ouais. Là, une information importante qui attend. Donc, on va partager le PowerPoint. Voilà. Alors, c'est pas qu'elle ne sait pas faire, c'est que son ordinateur va très doucement. Donc, on aurait le temps de tuer d'un âne à coup de figue molle. C'est ça. Et donc, voilà. après, c'est plus l'apéro, c'est le dîner et le petit déjeuner qu'on va faire ensemble. Donc, peut-être pas. Mais de toute façon, voilà, on se disait peut-être de partager PowerPoint après par la suite par mail, comme ça vous aurez le document. Voilà. Donc, on va parler. Vous le voyez ou pas? Non, pas encore. Pas pour l'instant. Non, voilà. On l'a vu et on ne le voit plus. On l'a vu et puis... Ah, voilà. Voilà. Donc, voilà, moi, je le vois. C'est bon alors, pour tout le monde ? Oui. Eh bien, allez-y, Emmanuel. Bon, très bien. Donc, voilà, donc un petit point ce soir sur les FODMAPs, ce que sont les FODMAPs, et puis les prébiotiques et les probiotiques. Voilà. La définition. Alors, tout est noir pour moi, mais je connais mon document, mais tout est noir. Vous voyez bien, vous? Oui. Moi, je vois.
D'accord. Bon, alors les FODMAPs, donc en fait c'est un acronyme, hein, ça signifie fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols, donc c'est un acronyme anglais. Et donc les oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et les polyols, ce sont des sucres. Ce sont des sucres en fait qui fermentent au niveau de notre côlon. Normalement, en fait, tout ce qui est nutriments et micronutriments, donc tout ce qui est protéines, graisses, sucres, vitamines, minéraux, c'est absorbé par notre intestin grêle, hein, donc la partie haute de notre intestin. Et ces sucres-là, en fait, ne le sont pas dans l'intestin grêle. Donc, ils arrivent dans notre côlon où ils vont fermenter. Et ce sont nos petites bactéries, en fait, de l'intestin qui vont digérer comme elles peuvent ces sucres-là. Et donc, ça fermente et c'est ce qui peut occasionner les petits gargouillis, les ballonnements, les troubles du transit. Voilà, ce sont ces sucres-là qu'on peut avoir plus de mal à digérer. Merci pour la diapo suivante. Donc, l'alimentation pauvre en FODMAPs, on en parle depuis 10-15 ans maintenant. Ça a été des chercheurs australiens qui se sont intéressés au sujet. Et on propose ce type d'alimentation aujourd'hui pour les gens atteints de colopathie fonctionnelle, ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'intestin irritable. Ce sont des patients en fait, qui ont des troubles du transit, alors ils peuvent avoir des diarrhées, des constipations, alterner les deux. Ils ont souvent des douleurs abdominales et puis des gaz, un ventre un peu distendu, des inconforts digestifs. Et ce sont des gens pour qui on propose des traitements, mais qui ne traitent que les conséquences en fait de leurs symptômes et pas leur cause. Donc, on peut proposer ce type d'alimentation-là pour essayer d'améliorer leurs symptômes digestifs, mais toujours dans une démarche pluridisciplinaire aussi, où on va essayer de travailler avec eux sur la gestion du stress, parce qu'on sait que ça peut avoir un impact sur les symptômes digestifs, la qualité du sommeil, la pratique d'une activité physique adaptée. Voilà. Dans tous les cas, cette alimentation-là, elle n'est jamais conseillée sur du long cours. Ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a un risque de carence. Forcément, je vais vous décrire un peu plus tard ce que sont tous ces sucres-là dans notre alimentation. Et forcément, si on se restreint beaucoup, il y a des risques de carence après par la suite. Donc, dans tous les cas, l'objectif, c'est d'essayer de mettre en place cette alimentation-là pour améliorer les symptômes digestifs et ensuite essayer de diversifier le plus possible son alimentation en tenant compte de ses tolérances digestives personnelles. Merci pour la diapo suivante. Alors, sûrement vous avez dû en entendre parler aussi au sein de patients atteints de Mickey, des FODMAPs, tout simplement parce que les symptômes digestifs retrouvés dans les patients atteints de colopathie fonctionnelle sont un peu des symptômes qui sont identiques chez les patients atteints de Mickey en période de poussée. Et on sait que même quand les traitements sont mis en place et sont bien efficaces, on a des patients qui restent sensibles à certains, qui n'arrivent pas encore à diversifier entièrement leur alimentation et qui peuvent avoir des troubles digestifs encore de temps en temps, un peu de diarrhée, un peu des douleurs abdominales. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on peut mettre en place une alimentation particulière pour essayer de vraiment essayer de supprimer ces symptômes-là. Alors, dans tous les cas, il n'y a absolument rien qui prouve son efficacité dans les Mickey. Ça, c'est aussi très important. Il n'y a pas eu d'étude qui dit, l'alimentation pauvre en FODMAPs, c'est la solution pour ça, c'est sûr. Donc, un patient qui souhaite quand même essayer ce type d'alimentation-là pour améliorer son confort digestif, il doit être vraiment accompagné par un professionnel de la nutrition, un diététicien, un nutritionniste, pour qu'il y ait vraiment une prise en charge personnalisée. Parce que ce que je vais vous présenter là, c'est quelque chose de global, mais nous, en consultation individuelle, on essaye vraiment d'essayer de regarder les aliments qui peuvent créer des inconforts chez les personnes et d'essayer de trouver des solutions adaptées pour et diversifier l'alimentation et prendre en compte leurs symptômes digestifs. Et puis pour essayer aussi bien sûr de limiter les carences, donc d'avoir vraiment des aliments nutritionnellement équivalents à leur proposer pour limiter au maximum les carences. Merci pour la diapo suivante. Alors là, je vous explique un petit peu tous ces sucres-là, où est-ce qu'on les retrouve. Donc tout d'abord, nos oligosaccharides,
Il y a deux grandes familles, les fructanes, les galactanes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, les fructanes, c'est ce qu'on retrouve principalement dans tout ce qui est ail, oignon, échalote. Ah, super, merci. L'ail, l'oignon, les échalotes, et puis certains légumes comme les choux, qui fermentent quand même pas mal, les poireaux, les artichauts, certains fruits, les abricots, les prunes. Mais on retrouve également des fructanes dans le blé, l'orge et le seigle. Donc peut-être que ces céréales, ça vous parle quand on a des personnes qui nous disent ah, moi j'ai essayé un régime sans gluten et ça fonctionne bien, je trouve que mes symptômes digestifs s'améliorent. Il faut savoir que donc, le gluten, c'est la partie vraiment protéique de la céréale, du blé, de l'orge ou du seigle. Et ça n'a absolument rien à voir avec les inconforts intestinaux. C'est vraiment les sucres de ces mêmes céréales, donc les fructanes, qui sont à l'origine des inconforts digestifs, qui peuvent être à l'origine des inconforts digestifs. Donc ce sont les fructanes et pas le gluten, mais effectivement, ce sont les mêmes types d'aliments. Le régime sans gluten, c'est vraiment une alimentation qu'on réserve exclusivement aux patients qui sont atteints de maladies cœliaques. C'est leur seul traitement, malheureusement, pour leur maladie. Et les galactanes, c'est ce qu'on retrouve principalement dans tout ce qui est légumes secs, donc les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, également dans certains fruits oléagineux comme les noix de cajou ou les pistaches. Voilà pour les oligosaccharides. Ensuite, merci d'avoir agrandi les diapositives. Donc, dans les disaccharides, le principal disaccharide, en fait, c'est le lactose, je pense que vous connaissez. Le lactose qui est le sucre du lait. Donc, on en retrouve principalement dans le lait en boisson, mais également dans les laitages et dans les fromages frais, les fromages à tartiner, sans citer de marque, type Saint-Mauré, des choses comme ça. Voilà, on retrouve des petites quantités de lactose. Donc maintenant, peut-être que vous avez vu aussi en supermarché, on fait du lait appauvri en lactose, justement pour améliorer le confort intestinal des gens et pouvoir profiter quand même des bienfaits nutritionnels du lait. Et dans les laitages, donc les petits suisses, les faisselles, les fromages blancs contiennent aussi du lactose. Le yaourt en contient également, mais le yaourt a la particularité en fait de contenir des ferments lactiques, que ce soit le yaourt nature classique ou le yaourt bifidus. Et ces petits ferments lactiques prédigèrent le lactose en fait à notre place. Donc même si on n'a pas l'enzyme qui permet de digérer le lactose, la lactase qu'on peut perdre à l'âge adulte, les yaourts souvent sont plutôt bien tolérés. Voilà pour les disaccharides. Ensuite, donc les monosaccharides, c'est principalement le fructose, donc c'est le sucre des fruits principalement. Donc on en retrouve dans la pomme, la poire, la mangue, les cerises, la pastèque, mais également dans certains légumes comme les asperges et aussi dans le miel ou le sirop d'agave que certaines personnes apprécient. Et le fructose, alors c'est pas forcément néfaste, mais c'est la concentration de fructose qui peut être gênante. Donc c'est pour ça que je vous ai mis entre parenthèses. Donc le glucose, qui est un autre sucre simple, comme le fructose, lorsque la quantité de fructose est plus importante que la quantité de glucose, parfois ça peut être difficile à digérer. Donc c'est ce que j'entendais tout à l'heure avec les fruits bien mûrs. Souvent quand un fruit arrive à maturité, on consomme bien mûr, la quantité de fructose est plus importante. Et parfois on peut avoir un peu plus de mal à le digérer parce que justement ce sucre-là est présent en plus grosse quantité. Voilà pour le fructose. Et enfin, les derniers types de sucres, ce sont les polyols. Donc ces polyols, en fait, vous les retrouvez, c'est tous ces sucres en holle. On les retrouve principalement dans les chewing-gums sans sucre, les bonbons sans sucre. On en rajoute beaucoup. On s'en sert en fait comme édulcorant parce que ça a un fort pouvoir sucrant avec un très faible apport calorique. Donc voilà, vous en trouvez beaucoup dans les bonbons et les chewing-gums sans sucre. Et ça, on peut avoir du mal à les digérer. Les polyols, on peut aussi les retrouver naturellement dans certains légumes comme les champignons, les choux-fleurs, la salade, les avocats et aussi tout ce qui est fruits à noyaux, les pêches, les cerises, les fruits. Merci pour la diapo suivante. Alors, je suis désolée, du coup, c'est un petit peu petit. Je suis désolée, mais moi, je ne les vois pas, les diapos. Ça ne suit pas. Ah, ça va peut-être un peu trop vite.
Après, sinon, on pourra vous peut-être que Michel pourra vous les envoyer par mail. Je vous l'envoie après. Déjà, je vous le dis, j'ai enregistré pour Pascal. Oui. Et donc, je mettrai en ligne les deux, comme ça vous aurez tout. Et je vous donnerai la présentation. Voilà. Et puis après, bien sûr, si vous avez des questions qui vous reviennent aussi après cette soirée, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter sans problème. Alors, quand on met en place ce type d'alimentation, donc généralement, en pratique, pour les diététiciens, on le propose surtout aux patients qui ont des colopathies fonctionnelles, hein, pas d'émicries dans un premier temps. Mais on a toujours des recommandations de base avant même de proposer une alimentation pauvre en FODMAPs pour essayer de bien digérer et limiter tout ce qui va être fermentation et puis voilà, tous les inconforts digestifs. Il y a des petites règles simples, mais qui font qu'on oublie ou qu'on n'arrive pas à appliquer parce qu'on est pris dans notre vie quotidienne. Mais c'est vrai que le fait de manger dans le calme, en prenant son temps, en mastiquant bien, parce que ce qui va être digestion, ça commence dans la bouche. Le fait de faire des petits repas, de petits volumes, mais peut-être plus souvent dans la journée, donc de fractionner les repas, parfois ça permet déjà, dans un premier temps, d'améliorer les symptômes digestifs. On peut également conseiller le fait de consommer principalement, quand on est un peu inconfortable, des végétaux cuits plutôt que crus. Hein, effectivement, les légumes, lorsqu'ils sont cuits, la cuisson en fait assouplit les fibres et du coup l'aliment est beaucoup moins difficile à digérer. Donc on va plutôt privilégier les légumes cuits, les fruits cuits sous forme de compote ou de pommes au four, de poires cuites, plutôt que crus. Ou alors on fait attention à la quantité de crudité qu'on va consommer. On va essayer de limiter les aliments qui fermentent en règle générale, comme les choux, les légumes secs. On va privilégier l'hydratation en dehors des repas parce qu'on sait que le fait de boire au cours du repas, ça peut dissoudre les sucs gastriques qu'on a dans l'estomac et donc du coup ça peut créer une digestion un peu plus lente, un peu plus difficile. Donc on conseille plutôt de boire à distance des repas et d'éviter toutes les boissons gazeuses parce que les petites bulles peuvent être aussi inconfortables parfois pour les intestins. Et puis après, c'est tout ce qu'il y a autour de l'alimentation. Donc, c'est notre mode de vie, le fait de pratiquer une activité physique régulière, d'essayer de gérer au mieux les situations de stress du quotidien qu'on peut rencontrer, et puis le sommeil, comme on en parlait tout à l'heure. Une fois que ces recommandations de base ont été données et qu'on met en application, si ça reste insuffisant, on peut basculer sur une alimentation pauvre en FODMAPs. Alors, la règle, généralement, quand on essaie de proposer une alimentation pauvre en FODMAPs, c'est 4 étapes. Il y a d'abord une phase d'exclusion qui dure maximum 4 semaines, où on va essayer de limiter au maximum tous les aliments riches en FODMAPs, donc ceux que je viens de vous citer. Une fois que ces 4 semaines sont passées, en espérant que l'alimentation est permis d'améliorer les symptômes digestifs, il faut savoir que ce type d'alimentation, ça fonctionne quand même chez les patients atteints de colopathie fonctionnelle dans 70% des cas. Hein, donc, en gros, 3 personnes sur 4 qui réagissent quand même assez bien à ce type d'alimentation-là. Donc, une fois qu'on a passé cette phase d'exclusion totale, on va essayer de réintroduire progressivement ces aliments. Et pour ça, il faut essayer de le faire avec un diététicien, un nutritionniste qui est formé à l'alimentation pauvre en FODMAPs pour essayer de réintroduire progressivement les aliments, mais essayant de commencer par ceux qui manquent le plus à notre patient. Et puis, d'adapter les quantités consommées, la fréquence de consommation, et puis de donner des petites astuces, peut-être cuisson. On parlait tout à l'heure de cours de cuisine. Vous savez que lors de cours de cuisine, on peut apprendre aussi plein de choses sur des façons de cuisiner qui permettent de mieux digérer aussi certains aliments. Et ensuite, on a une phase d'adaptation où on évalue avec notre patient savoir quelles sont ses tolérances, quelles sont ses limites en fait, ou de FODMAPs où il n'y aura pas de symptômes, d'essayer de définir ça ensemble et de s'assurer d'un bon équilibre alimentaire sur du long terme pour toujours limiter les carences. Donc ça, c'est une façon de fonctionner. Et dans les NICI, lorsque l'on parle un peu de FODMAPs, généralement, on ne supprime pas tous les FODMAPs d'un seul coup.
on essaye avec l'enquête alimentaire de se rendre compte de quel type d'aliments riches en FODMAPs sont consommés quels aliments sont consommés en grosse quantité et qui pourraient être responsables des inconforts digestifs. Et l'objectif, c'est d'essayer de limiter ces FODMAPs-là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer de faire tout seul. Je pense que ça peut être vraiment important d'être accompagné et de ne pas tester cette alimentation tout seul. Dans votre phase d'exclusion, l'exclusion est totale d'un coup ou par En fait, c'est que pour les colopathies fonctionnelles, puisque c'est principalement pour ce genre de patients-là qu'on propose l'alimentation pauvre en FODMAPs, il y a vraiment ces deux façons de faire. Soit, si moi je rencontre une personne qui a vraiment des troubles digestifs trop importants, qui est prête à changer complètement son alimentation pour aller mieux et rapidement mieux, pour qu'on ait une efficacité rapide, c'est d'essayer de mettre en place cette phase d'exclusion. Mais bien sûr on va donner une liste des aliments qui sont riches en FODMAPs, donc on va essayer de limiter au maximum. Et par contre, on va donner bien sûr une liste positive d'aliments qu'on va pouvoir consommer, donc ceux qui sont pauvres en FODMAPs, pour essayer de limiter les carences. Par exemple, on ne va pas consommer de blé, donc pas de pâtes, pas de pain. Par quel type de céréales on va pouvoir remplacer les pâtes et le pain du quotidien. Vous voyez? Donc ça, c'est la phase vraiment, lorsque les gens sont vraiment prêts à mettre en place quelque chose de rapide et qui souhaitent qu'il y ait une amélioration rapide aussi parce qu'ils sont fatigués d'être toujours inconfortables. Et si les inconforts sont plutôt ponctuels ou comme dans les Mickey où de temps en temps, on ne sait pas forcément pourquoi, mais on peut avoir quelques inconforts, le diététicien, avec l'enquête alimentaire, va essayer de trouver quels sont les types de FODMAPs qui peuvent être inconfortables pour le patient, parce que d'un patient à un autre, on va tous réagir de manière différente. Il y a des gens qui vont peut-être moins bien tolérer le lactose, pour d'autres, ça va être le fructose, pour d'autres, ça va être les fructanes ou les polyols. Je me rappelle d'une dame, je fais l'enquête alimentaire et je ne retrouve pas forcément d'aliments qu'elle consomme en grosse quantité qui pourraient expliquer ses troubles digestifs. Et en fait, elle finit par me dire que c'était quelqu'un qui était très stressé et du coup, elle mâchouillait du chewing-gum toute la journée, des chewing-gums sans sucre. Donc voilà, on avait trouvé un petit peu ce qui pouvait la rendre inconfortable un peu plus au quotidien. Donc il y a vraiment deux façons de faire, soit la façon qui vous est présentée là à l'écran, soit avec l'enquête alimentaire, quand on sent que le patient, ça va être compliqué de tout supprimer et ce n'est pas forcément non plus l'idée pour tout le monde, c'est d'essayer de trouver les sucres qui vont être responsables des inconforts digestifs et d'y aller en fait progressivement. Après, le risque, c'est que du coup, l'amélioration du transit et des inconforts digestifs se fasse un peu plus lentement que si on supprime tous les FODMAPs d'un coup. D'accord. Voilà, c'est vraiment du au cas par cas. Voilà. Mais du coup, si j'ai bien compris, c'est dans le côlon que c'est absorbé? C'est uniquement dans le côlon, c'est-à-dire que ce sont des sucres qui ne sont pas absorbés dans l'intestin grêle. Donc, dans tout ce qui est le jéjunum, l'iléon, ce n'est pas absorbé à cet endroit-là. Donc, ça arrive directement dans le côlon. Et c'est nos petites bactéries du côlon qui digèrent ces sucres-là, mais avec plus ou moins de facilité selon les gens. Voilà. Donc, mais du coup, quand on a une iléostomie, le fait d'être, on n'absorbe pas du tout. Quels sont les risques de ne pas absorber du tout? À l'inverse, du coup, de ne pas avoir FODMAP, parce que vous disiez qu'il ne fallait pas l'avoir au long cours. Oui. Finalement, quels sont les risques de ne pas... Alors, c'est ce que je disais. Mais je peux vous présenter la diapo juste suivante, et puis je pense que vous allez le voir. Les prébiotiques, peut-être que vous en avez entendu parler, les prébiotiques, probiotiques. Les prébiotiques, alors qu'est-ce que c'est? La définition, c'est une substance qui est contenue dans certains aliments et qui permet de nourrir nos bactéries du côlon pour maintenir un microbiote intestinal en bonne santé. Quand on parle de bactéries coliques, de flore intestinale, de microbiote intestinal, c'est la même chose. Donc, ce sont les petites bactéries qu'on a dans le côlon et qui permettent que notre transit se passe bien, qu'on n'ait pas de douleur abdominale. Et pour les nourrir, il faut amener certains aliments. Et
les prébiotiques, c'est ce qu'on retrouve dans les termes que je vous cite là. Donc le lactulose, qui est un dérivé du lactose, les oligosaccharides, l'inuline, la pectine, les acides gras polyinsaturés, les polyphénols. Et tous ces prébiotiques-là, on les retrouve où? Dans les fruits, les légumes, le lait, les huiles, le blé, le chocolat, je vous ai mis quelques exemples. Donc on retrouve en fait notre FODMAPs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose à suivre sur du long cours, parce que les FODMAPs, en fait, c'est ce qui va permettre aussi de nourrir correctement nos bactéries du côlon. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ouais, c'est toujours par rapport à ça, par rapport à l'exclusion du grêle quand on a une iléostomie. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout absorbées, ça vous savez, mais à ce point-là. Et oui, en fait, ce sont ces sucres-là qui ne sont pas absorbés. Alors, ce sont des sucres, c'est ce qu'on appelle aussi, qui sont présents dans les fibres. La pectine, l'inuline, ce sont des fibres en fait contenues dans certains aliments, dans les fruits, dans les légumes, et qui peuvent accélérer un petit peu le transit, et ce qui peut faire que dans la poche de stomie, de l'iléostomie, les selles puissent arriver un peu plus rapidement aussi. Parce que ce sont des sucres justement que l'intestin grêle ne sait pas digérer. Et qu'en temps normal, c'est notre côlon qui prend le relais. Alors, moi, j'ai une petite question. Donc, alors, si j'ai bien compris, donc les FODMAPs sont des sucres qui sont absorbés par le côlon et qui entraînent des inconforts digestifs, c'est ça? Alors, ils ne sont pas censés entraîner des inconforts digestifs. C'est-à-dire que quand on a pour certaines personnes, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous un microbiote, une flore intestinale qui est différente, qui fonctionne plus ou moins bien. Et en fait, dans les syndromes de l'intestin irritable, mais comme dans les NICI, on peut avoir des flores intestinales qui sont, qu'on appelle instables. C'est-à-dire qu'on a une certaine quantité de bactéries. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est de nouveau en poussée? C'est qu'en fait, notre flore intestinale a été modifiée. Alors, modifiée par... il y a plein d'études encore là-dessus, savoir pourquoi notre flore intestinale se modifie comme ça. Mais c'est ce qui fait que du coup, nos bactéries ont plus de mal à digérer ces sucres-là. Et pour les digérer, ça fermente d'autant plus et ça crée les ballonnements, les gaz, les diarrhées qui peuvent arriver un peu plus rapidement. Voilà. Alors donc, ma question en fait, c'est comme pour revenir à ce que disait Nolwenn, si on n'a plus de côlon, oui. Ça n'a pas lieu d'être ou ça a quand même lieu d'être? Non, parce qu'en fait, vous n'avez pas ces bactéries-là ces bactéries-là ne se retrouvent que dans le côlon. Mais par contre, on peut observer une accélération du transit. Je ne sais pas si vous retrouvez dans la liste des aliments que je vous ai cités, certains aliments que vous avez remarqués qui occasionnent un transit un peu plus accéléré ou une poche qui se remplit un peu plus rapidement. Oui. Et après, dans les colostomies, donc il y a encore des bactéries du côlon qui sont présentes, mais peut-être en plus petite quantité ou de manière moins diversifiée, et ce qui fait que le côlon a du mal aussi à digérer ces sucres-là. Mais du coup, les inconforts digestifs, les gaz, les ballonnements, quand on n'a pas de côlon, ils viennent de où alors? Alors, c'est votre intestin grêle quand même qui travaille, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez quelque chose dans la bouche, tout de suite, il y a des mécanismes qui se mettent en route pour que le tube digestif se prépare à digérer. C'est-à-dire que votre estomac, il a une fonction de brassage, donc il va se mettre à brasser les aliments. Et pour que les aliments descendent et soient digérés, il se passe en fait une contraction musculaire, d'accord, au niveau de l'œsophage. Tout fonctionne par contraction musculaire. Et donc, dès qu'on met quelque chose dans la bouche, tout se met en route. Donc, l'intestin grêle aussi se met en route. Et ce qui peut se passer, des fois, lorsqu'on fait des repas, peut-être, on parlait du fractionnement des repas tout à l'heure, le fait de faire des volumes de repas parfois un peu importants, fait qu'on distend notre paroi de l'estomac, d'accord? Et du coup, comme tout fonctionne par contraction musculaire, les contractions musculaires vont s'accélérer. Parce que du coup, le tube digestif comprend qu'il y a un volume alimentaire plus important à digérer. Et du coup, les inconforts peuvent venir aussi de ça, de cette contraction musculaire
du tube digestif parce qu'il se met en route pour pouvoir digérer, absorber les nutriments qui sont présents dans les aliments que vous venez de consommer. Est-ce que ça va? Oui. C'est bon pour vous? Est-ce qu'éventuellement il y a la possibilité qu'il y ait un transfert de compétences ou de travail entre le côlon et le grêle? Pas du tout. Que le grêle fasse la fonction de... Non, en fait, le grêle, il a vraiment une fonction d'absorption. C'est-à-dire que quand on mange un aliment, l'estomac, c'est comme si vous voulez, il le coupe en tout petits morceaux, en toutes petites molécules. Et quand ça arrive dans notre intestin grêle, chaque partie de l'intestin a sa fonction. Une partie qui va réabsorber les protéines, l'autre les sucres, l'autre les graisses, les vitamines, les minéraux. Et ensuite, dans le côlon, c'est vraiment la formation des selles. Donc c'est pour ça qu'en cas d'iléostomie, après ça, c'est vous qui êtes beaucoup mieux placé que moi, mais il peut y avoir plus souvent des selles liquides que moulées parce qu'il n'y a pas ce temps finalement de préparation du tube digestif pour former des selles qui soient moulées. Tout à fait, tout à fait. L'intestin, au niveau de l'iléostomie, c'est des selles liquides essentiellement. On perd 1,5 litre à 2 litres d'eau à ce niveau-là. Oui. La nécessité. Et le côlon, effectivement, il est là pour réabsorber l'eau. Tout à fait. Et pour mouler. Et la formation des selles. Voilà. Maintenant, il y a une chose que vous venez de dire, que j'essaie de comprendre depuis un certain temps et que j'essaie de faire verbaliser par du monde. Vous venez de dire chaque partie de l'intestin grêle a une fonction précise dans l'absorption des... Voilà. Donc, est-ce que vous connaissez est-ce que c'est écrit quelque part que dans le mètre 1 à 50, de 0 à 50, c'est tel truc puisqu'il y a 6 mètres, est-ce que les portions d'intestin grêle sont bien identifiées pour leur fonction? Alors, je ne peux pas vous dire au centimètre près ou au dizaine de centimètres. Non, mais je comprends bien. Non, mais tout à fait. Effectivement, par exemple, le calcium, la vitamine B12, on sait que ce sont des micronutriments qui sont absorbés par l'iléon et pas avant, parce qu'il y a des priorités. Alors après, on ne peut pas dire que tout est sectorisé, mais il y a quand même le duodénum. Donc l'intestin grêle, c'est 3 parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. D'accord? Oui. Au niveau du duodénum, il y a le pancréas qui s'insère. Le pancréas, c'est un organe aussi majeur pour la digestion, puisque c'est celui qui va donner toutes les enzymes qui vont permettre, associées aux nutriments, d'être absorbés par notre intestin. Si notre pancréas, il est pas là ou qu'il fonctionne moins bien, forcément, il y a moins d'absorption. Et ensuite, chaque partie de l'intestin, oui, effectivement, a quand même son rôle principal. Les protéines, par exemple, ça va être plutôt sur la partie duodénum, jéjunum. On a beaucoup moins d'absorption de protéines sur l'iléon. Voilà. Non, mais voilà, parce qu'en fait, on se pose la question de l'absorption. Et éventuellement, en fonction de l'endroit où la chirurgie est faite, il se peut qu'on soit privé d'un certain nombre de choses. Et éventuellement, dans le lot, on a une personne dans le groupe qui a ce que l'on appelle le syndrome du côlon court. Comment ça se passe pour elle? Alors, de grêle court, en fait, c'est donc, on a réduit vraiment de manière assez importante le grêle. Et du coup, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Par exemple, je pense aux matières grasses, le beurre, l'huile qu'on utilise dans notre cuisine. Ce sont des grosses molécules de graisse. Et parfois, ça peut être justement sur ce qu'on appelle des grêles courts quand la chirurgie a vraiment été très haut. Non, mais même, il peut y avoir des grêles courts naturellement. Parce que là, tu parles de moi. Moi, j'avais déjà un syndrome de grêle court, c'est-à-dire j'avais seulement 2 mètres de grêle à la base. Et la chirurgie a fait que j'ai plus qu'1 mètre de grêle maintenant. Mais déjà, à la base, j'avais qu'1 mètre et pas 6 mètres. Voilà, donc, il y avait les deux. J'avais à la fois le syndrome, qui est un syndrome qu'on peut retrouver chez les personnes qui n'ont absolument pas de MITI ou autre, qui ont juste un grêle court. Et par-dessus, j'ai une MITI qui a fait que... Donc, du coup, ouais, c'est... Mais j'ai l'impression, après, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai pas tant que ça de carence, en fait. J'ai beaucoup de choses quand on fait les prises de sang, tout ça, et j'ai pas tant que ça de carence, et j'ai l'impression que l'intestin
s'adapte un peu. Et je rebondis sur ce que disait Michel. J'ai l'impression que tu as la même impression, Michel, qu'il y a une petite adaptation qui est faite par le grêle pour essayer d'absorber le maximum de choses malgré tout, et qu'il s'en rend compte et qu'il essaye de faire un peu les... Oui, tout à fait. Il y a une adaptation. Alors, c'est vrai que si on a déjà cette formation-là de l'intestin, il s'est adapté de tout le temps en fait pour absorber au maximum tout ce qui est nutriments et micronutriments. Et quand c'est secondaire à une chirurgie, il peut y avoir un laps de temps un peu plus long pour qu'il y ait une adaptation. Et donc, juste pour en venir aux graisses, il existe en fait des huiles, par exemple, qui ont des toutes petites molécules de graisse pour favoriser l'absorption de ces graisses-là, que d'utiliser l'huile classique qu'on connaît ou le beurre. Voilà, il y a des choses comme ça. Après, il peut y avoir des conseils aussi. On parlait de fractionnement tout à l'heure. Ça peut également bien fonctionner sur des syndromes de grêle court, donc d'avoir des repas de plus petit volume pour pas que cette motricité intestinale soit accentuée par le volume du repas. Et finalement, toutes les 2-3 heures, pouvoir avoir un petit repas, une collation qui permette de compléter le repas précédent pour optimiser l'absorption. Parce que forcément, s'il y a un gros volume de repas et que tout arrive en bloc au niveau de l'intestin, c'est parfois un peu plus compliqué à digérer. Donc le fractionnement, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Et puis de bien mastiquer parce que voilà, toujours la mastication, dans la salive aussi, on a des enzymes qui permettent de digérer. Donc ça permet d'entamer la digestion et de favoriser une digestion correcte. Ok. On va pas, là, on s'éloigne un peu. On essaiera d'y revenir peut-être si ça intéresse les gens. On pourra refaire une intervention un peu plus poussée là-dessus. Ouais, exactement. Ok, ouais, donc on continue. Alors, donc, je viens de vous présenter les prébiotiques et donc ma dernière diapositive concerne donc les probiotiques pour arriver à faire bien la différence entre les deux. Donc, les probiotiques, la définition, c'est un micro-organisme vivant qui, lorsqu'il est présent en quantité suffisante dans l'intestin, a un effet bénéfique sur la santé. Donc, les probiotiques, c'est des petits champignons, des petites bactéries, alors qu'on retrouve parfois dans les aliments, mais en petite quantité. On a parlé tout à l'heure des ferments dans les yaourts, par exemple. On peut en retrouver dans certaines boissons fermentées comme le kéfir, dans la levure de bière ou dans les légumes fermentés comme le chou de la choucroute. Mais principalement, les probiotiques, on va les trouver sous forme de compléments alimentaires. Et du coup, alors les probiotiques, ils permettent pas de... Autant les prébiotiques, ils permettent de nourrir nos bactéries qui sont déjà présentes dans notre côlon, donc celles qu'on a, parce qu'on a tous, là, tous présents ce soir, on a tous une flore intestinale différente. Donc, le fait de manger ces aliments sources de fibres, qu'on a cité tout à l'heure, ça va permettre de nourrir nos bactéries et faire en sorte qu'elles se développent correctement. Alors que les probiotiques, c'est obliger notre côlon à accueillir en fait de nouvelles bactéries qui sont ou présentes déjà initialement dans notre flore intestinale ou en quantité insuffisante ou carrément des nouvelles bactéries. Donc c'est forcer en fait notre côlon à être colonisé par des bactéries coliques un peu différentes pour permettre d'avoir une variété de bactéries plus importante et d'arriver à mieux digérer ces fibres alimentaires. Et j'ai suivi une formation là récemment qui justement sur l'intérêt des probiotiques aussi chez les Mickey et qui disait que d'avoir un probiotique où il y a plusieurs souches de bactéries différentes avait probablement un effet plus important sur la diversité de notre flore intestinale que si on prend un seul probiotique à la fois. Donc après, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ce type de complément-là, mais les probiotiques en complément alimentaire, c'est généralement des cures d'1 mois. On laisse passer 1, 2, voire 3 mois sans rien, et puis on peut recommencer avec soit le même complément alimentaire si on a trouvé qu'il y avait une amélioration quand même des symptômes digestifs, soit si ça n'a pas forcément eu d'incidence ou d'amélioration sur notre flore intestinale, c'est de ne pas hésiter à changer de probiotiques parce qu'ils sont tous différents avec des bactéries différentes et que ça soit une personne A, B, C ou D, on va avoir tous, comme on a tous des flores intestinales différentes, il y aura pas, le complément alimentaire ne va pas forcément marcher chez toutes les personnes. Voilà.
Alors, la plupart d'entre nous n'ont plus de côlon. Oui, Est-ce que les probiotiques sont utiles quand même? Parce que vous parlez surtout d'une action au niveau du côlon. Oui. Alors, c'est vrai que Pascal m'avait demandé de faire cette présentation-là parce qu'elle me disait que quand vous faisiez les permanences téléphoniques, vous aviez souvent des questions concernant les FODMAPs et les prébiotiques. Mais effectivement, alors ça c'est une question, je pense que à bien discuter avec votre gastro-entérologue, mais je pense que chez les patients qui ont des iléostomies, je ne pense pas qu'il y ait un grand intérêt à prendre des probiotiques, puisque ça a vraiment une action sur notre côlon. Alors après, donc peut-être plus chez les gens qui ont des colostomies aussi, voilà, ou chez les patients qui ont des MICI et qui restent, malgré le traitement, qui ont des bons résultats au niveau de la prise de sang, que les colos se passent bien, que tout va bien, mais qui restent quand même un peu inconfortables. Ça peut être, pourquoi pas, l'idée des probiotiques, mais ça, c'est vraiment en parler avec le gastro-entérologue, de demander conseil au pharmacien, voilà. Et puis, voilà, quel type de probiotique? Il n'y a pas un probiotique pour lequel on dit ça fonctionne bien. Ça va peut-être bien fonctionner chez vous et peut-être pas chez votre voisin. Voilà, parce qu'on a tous une flore intestinale différente, donc de le savoir à l'avance, on ne peut pas. Voilà. Il y a quand même beaucoup de gastro qui nous disent que les probiotiques, leur efficacité n'est pas vraiment certaine. Ouais. Donc le discours est assez compliqué, quoi. Alors je pense qu'ils disent ça parce que, comme on l'a vu, les probiotiques, c'est de forcer en fait notre côlon à avoir peut-être des bactéries différentes ou d'essayer que la proportion de bactéries qu'on veut lui donner soit différente de celle initiale. Notre flore intestinale, elle est vraiment très différente. Ça commence déjà dès la petite enfance. Selon si on est né par voie basse ou par césarienne, déjà, on a des flores intestinales qui sont différentes. Selon notre mode l'alimentation qu'on a reçue dans les premiers mois, les premières années de notre vie, on va développer des flores intestinales différentes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, les cures de probiotiques fonctionnent au moment où on prend les probiotiques, mais dès qu'on les arrête, notre flore intestinale reprend le dessus, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça que vous entendez aussi ce discours-là, que ça ne fonctionne pas. Pas que ça ne fonctionne pas, c'est que ça fonctionne un temps. Et en fait, c'est ça. La flore intestinale aussi, chez les patients atteints de MICI ou de colopathies fonctionnelles, elle est, ce qu'on disait tout à l'heure, instable. C'est-à-dire que parfois, elle peut ne pas bouger pendant des mois, des années. C'est pour ça qu'on ne change pas forcément de traitement. Et puis, il y a des événements qui font qu'on est de nouveau en poussée. Et si on analysait notre flore intestinale, elle serait différente. Il y a plus de changements. Après, de prendre des probiotiques et d'essayer... Enfin, après, ça, c'est vraiment une question médicale. Je ne suis que diététicienne, mais je pense que ça vaut... Enfin, on risque pas grand-chose. Au pire, il ne se passe rien. Non. Il n'y a pas d'amélioration des symptômes, et puis voilà. Mais au mieux, on peut avoir un meilleur confort digestif. Mais après, c'est un tout. Le probiotique, ça ne fait pas tout. On sait que voilà, notre flore intestinale peut aussi changer en fonction... est-ce qu'on est un peu plus stressé? Ça se porte sur nos intestins. Voilà. Est-ce qu'on a moins bien mangé? On le voit aussi quand on change nos habitudes alimentaires parce qu'on part, alors là, en vacances, c'est un peu compliqué. Enfin, il faut espérer qu'on reparte en vacances dans pas longtemps. Mais voilà, quand on va dans un pays étranger, qu'on mange d'une manière différente de d'habitude, on a souvent des inconforts intestinaux parce qu'en fait, on n'est pas habitué à digérer ce genre d'aliments-là. Là, vous avez titillé ma curiosité tout à l'heure. Vous avez titillé ma curiosité tout à l'heure quand vous avez parlé, vous êtes la première qui le dit, que chaque partie du tube digestif de l'intestin grêle a sa fonction. Maintenant, je suis en train de me poser la question, on a quand même 10 puissance 14 bactéries. Ça fait une boule de pétanque, deux boules de pétanque, voire une boule de longue, pour ceux qui jouent à la lyonnaise. Donc, ces bactéries, est-ce qu'elles sont donc réparties sur le tube digestif en fonction éventuellement des fonctions du tube digestif? Elles ne sont pas en vrac comme ça. Alors ça, dans le côlon, je ne saurais pas vous dire si elles sont plus dans le côlon droit, dans le côlon gauche. Je ne sais pas, je ne connais pas la répartition. Après, effectivement, comme vous dites, on a des milliards de bactéries. On en a un peu de partout, on en a sur la peau aussi. Ouais, voilà, il y a d'autres.
on est colonisé. Ouais. Mais après, je ne sais pas si ça a été vraiment étudié. En fait, ce qu'on sait, c'est que si plus on a une stomie qui est basse, par exemple, si ça touche au niveau du sigmoïde ou du côlon gauche, ce qui est logique aussi, hein, c'est que l'intestin grêle aura toute sa fonction d'absorption et qu'on aura toute la partie haute du côlon qui va permettre de réabsorber l'eau. C'est pour ça que les gens qui ont des colostomies basses peuvent avoir aussi des selles moins nombreuses, moins liquides. Voilà. Plus on remonte vers le tube digestif, moins il y a un temps de contact en fait avec l'intestin et du coup forcément des selles un peu liquides. Mais après, la répartition des bactéries dans le côlon, ça, je ne saurais pas. Non, mais comme vous côtoyez une équipe de gastro, de stomathérapeutes, etc., peut-être que ça serait bien qu'on essaie de travailler là-dessus pour savoir d'y réfléchir. Oui. Déjà, vous demandez à un chirurgien ou autre, il ne vous répond pas. Donc, il faut vraiment pousser les choses pour qu'on vous dise effectivement, si je coupe un peu trop haut au niveau du grêle, la B12, vous ne l'avez plus. Ça, personne ne vous le dit vraiment. Et là, vous venez de soulever. Eh oui. Donc, en fait, maintenant, voilà, la curiosité, elle est là. Après, c'est l'équipe de Beaujon qui est particulièrement formée au syndrome de l'intestin grêle court, du grêle court. Donc, peut-être qu'eux, ils ont des études qui sont en cours et qu'on ne sait pas sur ça, ou sur justement tout ça. Ce serait à voir avec eux. C'était où Oui, pardon. C'était quelle équipe? C'est Beaujon. D'accord. Et le microbiote, en fait, il se forme aussi à la naissance, suivant comment on est, par voie basse ou par césarienne. C'est la première colonisation du côlon. Est-ce que chez les personnes qui ont justement des Mickey ou qui ont des microbiotes qui ne sont pas au top, ça peut valoir le coup de donner des probiotiques et des prébiotiques au nouveau-né? J'en ai aucune idée. En fait, on est vraiment, le microbiote intestinal, on est vraiment au début. Je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir. Là, les seules corrélations qu'ils ont fait entre les gens finalement à l'âge adulte qui sont nés par césarienne ou par voie basse, on se rend compte que par césarienne, on peut avoir plus de gens, alors j'espère pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais vu ça, qui ont des diabètes de type 2, par exemple le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires influencées par le microbiote. Et souvent, le fait effectivement de naître par césarienne, on est moins colonisé par des bactéries, hein, forcément. Et voilà, de trouver un petit peu des corrélations. Après, c'est pas parce qu'on est par césarienne qu'on va voir toutes les maladies. Voilà. Mais en tout cas, il essaie de faire des liens, comme avec les bactéries, hein, il essaie de trouver en fait les bactéries qui pourraient être responsables de certaines maladies, comme l'obésité ou le diabète. Quand on parle de génétique, en fait, c'est plus le microbiote intestinal. Oui. Donc, je pense alors, moi, j'ai une question. Après, je n'ai pas connaissance d'études sur le fait de prendre des probiotiques ou des prébiotiques. Après, très tôt, chez les enfants, je ne sais pas du tout l'impact. Hein. C'est vraiment. Après, moi, j'ai qu'une population d'adultes, donc je ne sais pas vous dire, même chez les ados, de voir l'impact que ça peut avoir. En tout cas, c'est vrai que la diversification alimentaire chez les enfants fait qu'on peut avoir aussi une flore intestinale plus diversifiée, forcément. Oui. Il y a une étude qui avait été faite par des Anglais sur l'absorption permanente d'aliments dans des fast-foods. Donc, pas de nom, pas de truc. Oui. Et ils ont constaté au bout d'une année que le fait de manger régulièrement, pour ne pas dire constamment, dans des fast-foods, quels qu'ils soient, avait pour conséquence l'appauvrissement du microbiote. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de diversité dans l'alimentation. Donc, en fait, c'était toujours les mêmes bactéries. C'était les mêmes bactéries. Les autres étaient éliminées puisqu'elles ne pouvaient pas se renouveler, puisqu'elles n'avaient pas la nourriture et ce qu'il fallait pour se renouveler. Donc, en fait, c'était toujours les mêmes qui étaient en activité, qui avaient pris le dessus sur toutes les autres. Et c'était celle-là qui était en place, et plus les autres.
Donc, en fait, l'alimentation la plus variée possible fait qu'on va avoir un microbiote le plus varié possible. Tout à fait. C'est pour ça que ces FODMAPs, ce n'est pas quelque chose à essayer de s'initier voilà, de soi-même, d'être accompagné et dans tous les cas de le faire sur un court terme. Et ce qui peut se justifier quand les gens sont vraiment trop inconfortables et de se laisser quelques semaines pour retrouver, avoir moins de symptômes digestifs et pouvoir ensuite diversifier son alimentation en essayant de trouver les aliments qu'on arrive mieux à digérer que d'autres. Mais je crois que c'est aussi au niveau de la faim, l'étude qui est en train d'être faite, je crois que c'est les enfants. L'objectif de cette étude-là, c'est de mettre en relation en fait des types d'alimentation et les nouvelles poussées. Et on sait, puis avec les retours que j'ai des patients, mais je pense que vous pouvez me confirmer aussi, que souvent la malbouffe, entre guillemets, fait que les gens sont inconfortables. Et le fait d'avoir moins de végétaux dans son alimentation, moins de fruits, moins de légumes, fait qu'on appauvrit notre microbiote et qu'il a plus de mal à se défendre. Tout à fait. Après, c'est vrai que ça explique pas forcément tout non plus parce que moi, je vois que j'ai jamais eu de petits pots ou de choses comme ça. Ma mère faisait toujours dès le début les purées, tout ça, avec des légumes variés. Et j'ai toujours eu une alimentation enfant variée. Et finalement, ça évite pas tout non plus. Ça explique pas tout non plus. C'est un truc parmi d'autres. Et non, c'est tout à fait. Il n'y a pas toutes les réponses dedans. En tout cas, à l'âge adulte, on se rend compte que voilà, les gens qui ont eu une alimentation très pauvre, très peu variée, sont quand même plus à risque. Alors, on parle des MICI là ensemble ce soir, mais c'est aussi d'autres maladies chroniques en fait. Et de toute façon, c'est ce qu'on retrouve dans certains patients qui développent certaines maladies chroniques ont parfois une alimentation qui est peu diversifiée. Nous, notre alimentation très industrialisée aussi d'aujourd'hui. Il y a une étude, au niveau des rhumatismes inflammatoires chroniques, il y avait les Russes à l'époque, au temps de l'URSS, avaient développé le régime. Quand je dis régime, c'est-à-dire comment on appelle ça, ne pas manger, le jeûne. Ah oui, le jeûne. Et ils traitaient les rhumatismes inflammatoires chroniques avec le jeûne. Et sur des millions de personnes, pas sur quelques personnes, sur des millions de personnes, ça a été repris par les Allemands de l'Est à l'époque. Et il y a des cliniques spécialisées en Allemagne sur le jeûne, avec des effets qui sont très positifs. Du reste, il y a eu un reportage qui a été fait, qui a été passé il y a 2 ans à peu près sur Arte ou la 5. Sur Arte, ouais. Ouais, sur Arte, qui mettait en évidence, qui reportait ces faits, et a priori, c'est bénéfique. Maintenant, c'est toujours pareil, mais bon, c'est un élément. Voilà. Mais le jeûne faire le jeûne, c'est bénéfique. Le jeûne, on en parle dans les cancers aussi, effectivement. Mais les études, en tout cas, que j'ai lues récemment, confirment ça, que le jeûne il y a plus d'effets indésirables quand même de suivre. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose à vraiment faire attention parce qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en route quand on jeûne. Je trouve que la dénutrition, elle est toujours là. Dans les MICI, surtout dans les Crohn, il faut toujours y penser aussi. C'est pour ça qu'ils font une relation uniquement avec le rhumatisme inflammatoire chronique. Après, ils ne détaillaient pas sur le reste, mais ça avait un effet positif sur le rhumatisme inflammatoire chronique. Après, le reste, voilà, il n'y a pas. Jean-Philippe, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Oui, mais j'ai oublié. Ah oui, je voulais savoir, est-ce qu'on est obligé de mettre des trucs sur sa tête là? Parce que je vois Tiffany qui a... C'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon. Un petit chat. Non, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, Michel. Enfin, merci de m'avoir... Ah, il y a un nez rouge maintenant. Yukaïda. De quoi on parlait, de quoi? Non, mais moi je trouve que c'est... il faudrait qu'on creuse le truc un peu plus. Voilà, déjà, ce que vous avez dit, c'est... Déjà, on sait que pour la plupart des gens qui sont là,
on connaît le principe, on connaît le fonctionnement. Pour nous, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on est quasiment tous iléostomisés ici. Oui. Donc voilà. Maintenant, quand on nous parlera, on sait de quoi Tiffany. parler. Oui, et surtout de mettre en garde que pour les FODMAPs, même si c'est quelque chose voilà, qui commence à être bien à la mode et on en entend parler, c'est de ne pas le faire tout seul. C'est comme tous les régimes. Et puis des fois, il n'y a pas d'incidence en plus. Parfois, on va supprimer des aliments qui ne vont pas forcément avoir d'incidence positive sur les symptômes. Donc, c'est dommage de se priver de quelque chose parce que l'alimentation, ça doit aussi rester un plaisir avant tout. Donc, l'objectif, c'est de diversifier et de se faire plaisir en mangeant. Donc, si c'est se restreindre de trop alors qu'il n'y a pas d'effet bénéfique, c'est vraiment dommage. Ouais. Donc, dans tous les Alors, cas, le problème, c'est que les probiotiques ne sont pas remboursés Sécu. Alors, les probiotiques, non. Ouais. Et ouais. Après, je ne sais pas si vous avez essayé d'en prendre, savoir s'il y avait une efficacité. Après, c'est vrai que les gens, en tout cas, là, ce que je vous ai présenté, toujours pareil, hein, c'est vraiment chez les colopathes fonctionnels parce que malheureusement, ils n'ont pas d'autres. Ils ont des antidouleurs quand ils ont mal, ils ont des antidiarrhéiques quand ils ont la diarrhée, puis c'est tout. On ne leur propose pas forcément grand-chose d'autre. Donc, c'est des gens qui sont souvent prêts à essayer aussi les probiotiques. Et s'ils arrivent à trouver des choses. Alors, il y a le kéfir aussi qui fonctionne bien. Enfin, qui est un peu aussi à la mode, hein, cette boisson fermentée, mais qui permet aux gens de retrouver une certaine. Le kéfir. Hein. Oui, le kéfir, oui. Une boisson fermentée, c'est des petits champignons, mais je connais quelques personnes dans mon entourage qui boivent un verre de kéfir en fait tous les jours. Voilà, il n'y a pas d'incidence. C'est une boisson. Ça peut être kéfir de fruits ou de lait. Ouais, ça peut être aromatisé avec différents fruits. Hein. En fait, il y a une souche en fait principale et ensuite vous faites fermenter votre boisson à la maison de manière très différente. Je crois qu'il y a je pense qu'on doit trouver des recettes sur. Il y a des graines qu'on met dans l'eau et on remplit au fur et à mesure pour que ça fasse. Voilà, c'est des petits champignons en fait qui se développent. Et je sais que dans mon entourage, je passe sur des gens qui ont des inconforts digestifs quand même répétés, qui font ça et qui finalement se sentent bien en buvant un verre par jour. Voilà, ça permet en fait de nourrir, de diversifier leur flore intestinale. Alors après, il ne faut pas dire que ça fonctionne chez tout le monde, mais ça peut être des choses qui peuvent être essayées, qui ont peut-être un coût un peu moindre que le complément alimentaire, à faire des cures sur un mois, à recommencer plusieurs fois dans l'année. Parce qu'effectivement, notre flore intestinale revient toujours un peu à l'initial. Ok. Voilà. Ça va tout le monde? Oui. Ouais. Bon, après, si jamais vous avez des questions qui vous reviennent plus tard, vous avez mon adresse mail de toute façon, parce que j'étais en copie du mail d'hier pour le lien. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est volontiers. D'accord, ok.